Lorsque des entreprises consacrent des sommes importantes au rachat de leurs propres actions, le font-elles au détriment de leurs investissements, de leurs efforts en recherche et développement, voire même de l'emploi? D'une autre manière, sacrifient-elles leur avenir à la cupidité d'actionnaires aux vues court-termistes? C'est à cette question que tentent d'apporter des éléments de réponse nouveaux Almeida, Foss et Kronlund dans une étude publiée par le Journal of Financial Economics. Il est difficile de tester s'il y a une relation causale. En effet, il est tout aussi possible que ce soit parce qu'une entreprise n'a plus d'opportunités d'investissement rentables qu'elle se lance dans des programmes de rachat d'actions dans l'intérêt de ses actionnaires, mais aussi de la société tout entière. Pour tenter de dépasser ces difficultés, les auteurs proposent un plan expérimental original. Pour bien comprendre le phénomène qui va servir de base à cette étude, à savoir la dimension relative des rachats d'actions, il suffit de prendre en compte comment le bénéfice par action, ou EPS, Earning Per Share, est calculé. C'est le rapport du résultat net par le nombre d'actions. Un rachat va affecter le dénominateur en le réduisant du nombre d'actions rachetées, et le numérateur en diminuant les produits financiers puisque les sommes consacrées au rachat ne seront plus disponibles en trésorerie. En règle générale, le premier effet domine le second. C'est pourquoi le rachat va exercer un effet à la hausse sur le bénéfice par action. La deuxième pièce de ce design de recherche est Learning Surprise. Learning Surprise est la différence entre le bénéfice par action annoncé par la firme et le bénéfice par action prévu en moyenne par les analystes financiers. Si cette différence est négative, elle peut être perçue comme une mauvaise nouvelle par le marché, et le cours peut être affecté négativement, ce qui n'est jamais agréable pour des dirigeants qui détiennent par exemple de nombreuses stock options. Pour éviter un tel désagrément, les dirigeants peuvent être incités à racheter des actions dans le seul but d'augmenter le bénéfice par action afin qu'il ne soit pas inférieur aux prévisions des analystes. Ainsi, une mauvaise nouvelle devient une bonne nouvelle. Almeida, Foss et Kronlund choisissent d'identifier les firmes qui auraient dû annoncer un bénéfice par action inférieur à la prévision et qui ont pu, grâce à un programme de rachat, annoncer un bénéfice par action supérieur ou égal. La raison du rachat semble bien être liée dans ce cas à cet objectif d'information financière et indépendant des opportunités de croissance de la firme. Il est alors intéressant de se pencher sur sa politique réelle, investissement, recherche et développement, emploi. Si des évolutions apparaissent pour ces entreprises particulières et non pour celles qui ne sont pas affectées par cette pratique, alors on aura une suspicion très forte, comme quoi les rachats d'actions se font au détriment des investissements, de la recherche et développement et de l'emploi. Almeida, Foss et Kronlund ont constitué un très gros échantillon à partir des bases Compustat et CRSP, qui couvrent l'ensemble des entreprises américaines cotées. Les données concernant les résultats sont disponibles sur une base trimestrielle. Seuls les secteurs particuliers des utilities et des financials ont été exclus. Au total, les auteurs disposent d'un ensemble de 385 488 observations. Almeida, Foss et Kronlund vont concentrer leur attention sur les entreprises qui annoncent des résultats voisins de celui qui correspond au consensus des analystes.
Il y a ceux qui devraient être tout juste inférieurs et dont une partie va fournir le groupe de traitement. Il y a ceux qui sont tout juste supérieurs et qui vont servir de comparables. Même si les variations induites par les rachats sont de faible amplitude, ces opérations sont loin d'être négligeables. Le court exemple ici projeté montre qu'une réduction de 1 centime du bénéfice par action est provoquée par des rachats représentant 20% des profits. Ce graphe, emprunté à l'article, fait figurer en abscisse l'earning surprise exprimé en proportion du cours boursier, et tel qu'il se serait produit s'il n'y avait pas eu de rachat en ordonnée. Apparaissent les fréquences de rachat. Il apparaît clairement une discontinuité autour du seuil de 0. Les probabilités de rachat augmentent sensiblement au voisinage inférieur de 0 et traduisent des comportements particuliers qui vont être exploités tout au long de cette recherche. Pour mesurer l'impact d'un potentiel earning surprise négatif sur la décision de rachat, Almeida, Foss et Kronlund proposent un grand nombre de modèles de régression dont nous ne reprendrons que quelques résultats. Ils régressent d'abord la décision de rachat, ou les montants rachetés, sur une variable muette intitulée grand I négatif, prenant la valeur 1 si l'earning surprise potentiel est négatif, ainsi que sur des variables d'interaction avec en particulier le montant de l'earning surprise. Un vecteur grand X de variables de contrôle, des effets fixes par firme et par période sont également introduits. Les auteurs ont choisi pour cette étude 2 fenêtres d'observation autour de ce seuil de 0 earning surprise. Quelle que soit la taille de ces fenêtres, les résultats restent les mêmes. Le fait que l'entreprise soit potentiellement confrontée à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, earning surprise négatif, et qu'elle rate de peu le seuil de 0, l'incite à effectuer un rachat d'actions. La probabilité d'un rachat augmente significativement. Par exemple, 6,23% en plus, ce qui est considérable pour une probabilité d'occurrence non conditionnelle de 23%. De plus, cet événement affecte également de manière très significative les montants rachetés. Le point essentiel est bien évidemment de vérifier si ces rachats particuliers ont affecté la politique réelle de l'entreprise, à savoir les investissements, les dépenses en recherche et développement et l'emploi. Pour ce faire, Almeida, Foss et Kronlund régressent la variation de chacune de ces 3 variables autour de la date d'événement sur le montant des rachats en contrôlant pour l'earning surprise le fait qu'il soit potentiellement négatif avec des effets fixes par période. Pour tenir compte des problèmes potentiels d'endogénéité, les auteurs recourent à des variables instrumentales. L'instrument pour les rachats est défini par l'équation précédente, c'est-à-dire principalement avec une cause venant d'un earning surprise potentiellement négatif. Les résultats obtenus montrent une association négative significative entre ces décisions particulières de rachat et l'évolution de l'emploi, la variation de l'investissement et celle des dépenses en recherche et développement. Ceci va dans le sens de la thèse selon laquelle les dirigeants d'entreprise n'hésitent pas à amputer leur potentiel de croissance en effectuant des rachats d'actions dans le seul but de maintenir leurs bénéfices par action et ne pas être sanctionnés par le marché boursier. Ce test ne vaut que pour des effets en moyenne
et il ne garantit pas totalement que des facteurs cachés aient affecté simultanément les deux décisions. Almeida, Foss et Kronlund montrent que les coefficients estimés sont non seulement statistiquement significatifs, mais aussi économiquement. Par exemple, pour des rachats trimestriels moyens de 21,65 millions de dollars, et sachant que 37% des rachats sont effectués en moyenne par des firmes concernées, l'effet du rachat est de l'ordre de 9% des investissements, de 8% de l'emploi et de 3% des dépenses en recherche et développement. Par parcimonie, nous ne détaillerons pas tous les résultats très nombreux fournis. Nous nous contenterons de rappeler que l'étude s'intéresse aussi aux effets sur la politique de financement. Dans ce domaine, le seul effet significatif obtenu est celui peu surprenant d'une baisse des encaisses détenues. En revanche, il n'y a aucun effet significatif sur les émissions d'actions nouvelles et sur celles de dette. Il reste maintenant à voir quels sont les effets globaux sur les valeurs boursières. Quel est, en quelque sorte, le jugement du marché boursier? La réaction des marchés est mesurée à travers les rendements anormaux cumulés, ou CAR, observés autour des annonces de rachat sur une fenêtre -1 jour plus 1 jour. L'échantillon des entreprises qui effectuent des rachats est segmenté en divers sous-échantillons. Par exemple, celles qui réduisent leur cash, celles qui ne le réduisent pas. On peut observer que les firmes les plus nombreuses financent ces rachats en réduisant d'abord leur cash, 47% d'entre elles, ou en différant leurs investissements pour 45% d'entre elles, et plus rarement en réduisant leurs dépenses en recherche et développement, 16% d'entre elles, ou leurs effectifs, 6% d'entre elles. La réaction des marchés est doublement intéressante. Quand il y a une réduction du cash, l'impact de l'earning surprise qui aurait dû être négatif, moins 0,33, est gommé par celui du rachat, plus 0,56. Le solde est pratiquement équivalent à la réaction en cas de earning surprise positive, 0,22. Cela aurait été la même chose s'il n'y avait pas eu de baisse du cash. L'impact du rachat est de 0,57, pratiquement équivalent à 0,56. En revanche, les résultats sont différents en cas de baisse des investissements. La correction n'est que de 0,46 et laisse un solde positif de 0,15, 0,46 moins 0,31, significativement plus faible que 0,23. Le phénomène est encore plus marqué en cas de réduction de la recherche et du développement ou de l'emploi. Il semblerait donc que le marché ne se laisse pas abuser, et lorsque les rachats relutifs sont effectués au détriment du développement de l'entreprise, l'annonce n'est plus perçue positivement, voire elle est comprise comme une mauvaise nouvelle. En conclusion, cette étude d'Almeida, Foss et Kronlund met en évidence que les entreprises américaines sont sensibles au fait que les bénéfices par action qu'elles annoncent rejoignent les anticipations des analystes, et certaines n'hésitent pas à racheter leurs actions dans ce seul but. Il y a une véritable discontinuité dans les probabilités de rachat d'actions quand il y a un risque d'earning surprise négatif. Exploitant ce phénomène, les auteurs montrent que pour racheter des actions dans ce contexte, certaines entreprises acceptent de réduire ou du moins de différer leurs investissements, voire
leurs dépenses de recherche et développement et leurs effectifs. Le fait que ces rachats aient eu un effet relatif sur le bénéfice par action et aient permis d'éviter un earning surprise n'est pas en moyenne pénalisé par le marché, qui réagit comme si l'entreprise avait atteint ses objectifs. Mais il est plus sévère si les dépenses en recherche et développement ou l'emploi sont affectés, et même dans une certaine mesure quand il s'agit des investissements. Il n'y aurait donc pas de myopie totale du marché, et la maximisation de la valeur boursière devrait dissuader les dirigeants de recourir à de tels artifices.